Donc c'est l'hebdo de l'investisseur gaming, c'est le 25. Hein. Ubisoft est face à de nouvelles difficultés, donc on va en parler un peu. Voilà, on y va. L'avant-propos, hein, comme à chaque fois, hein, ce qu'on fait ici, c'est vous parler de la stratégie des entreprises dans le gaming. C'est absolument pas de vous conseiller d'acheter telle ou telle valeur. Hein. C'est vraiment pas le principe. On vous parle vraiment de stratégie, de ce qui se passe dans l'univers pour que vous soyez à même de vous faire vos idées pour avoir vos opinions sur le secteur. Et après, on vous encourage à finaliser ces opinions en prenant conseil auprès d'un conseiller agréé par l'AMF. Let's go! Donc il y a vente de consoles et jeux US. Il y a Tencent rachète Sumo Digital. Après il y a Ubisoft fait face à de nouvelles difficultés. Valve présente le Steam Deck. Netflix pousse ses pions dans le gaming. Parlons gaming et vos questions. Donc on y va. On va avancer. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions durant le live. J'y répondrai une prochaine fois. Enfin, j'y reprendrai une prochaine fois. J'y répondrai à la fin du live. Ah, troisième fois, Ben Boubou. Ah bah, je me souvenais plus de ton pseudo. T'as peut-être jamais parlé, ou c'est peut-être ma tête. Hein, c'est... Voilà, let's go. Donc, vente console. Bon, au niveau des ventes consoles, on est toujours bon pour Microsoft. Hein, c'est ce que je vous avais dit. C'est le but de Microsoft, c'est de tendre vers mieux que 2 PS5 vendus pour une Xbox Series. Donc là, on est repassé vraiment dans un ratio qui est en faveur de Microsoft. C'est un ratio qui est intéressant. Après, attention, la PS5 a quand même plus de rupture que la Xbox Series. Donc c'est pas un ratio qui va être strict dans le temps. Au niveau de la Switch, on est à 388 000. C'est toujours une bonne semaine pour la Switch. Pour le reste, c'est descendant, c'est normal. C'est des consoles en voie de disparition. On continue. Là, vous avez les ventes cette année, de ce mois-ci, hein, aux États-Unis. Donc, vous voyez que Ratchet Clank fait son apparition dans le top 1. Hein. Enfin, il est top 1. Call of Duty repasse deuxième. Il y a Mario Golf Super Rush. Ça, c'est intéressant. Hein, parce que c'était un petit jeu, c'est Nintendo. Et les gens s'attendaient pas forcément à le voir dans le top 5. Et il réussit une incursion dans le top 3. Il y a MLB The Show 21, donc ça c'est le jeu de baseball, hein, donc qui est surtout vendu au Japon et aux États-Unis et un peu en Corée. Scarlet Nexus qui fait quand même des très très bonnes ventes. Resident Evil The Village qui reste quand même dans le top 10 et ça c'est pas mal pour Capcom, même s'il faudrait vraiment qu'il reste plus longtemps. Après il a fait des tellement bonnes ventes les premières semaines que vraiment s'il reste plusieurs mois dans le top, parce que là on est sur des tops on est sur des mois, ce serait vraiment bon s'il arrive à être toujours dans le top 10 à la fin de l'été, c'est-à-dire début septembre, et qu'en septembre il tombe juste en dessous du top 10. Ça sera vraiment une très très bonne nouvelle pour Capcom et pour les ventes de ça. Il y a Mario Kart 8, donc qui garde la même place. Vous avez Minecraft qui gagne 2 places. Marvel Spider-Man qui gagne 1 place. Et Mortal Kombat 11 qui repère 4 places. Voilà. Bon, après, toujours la même chose. Hein. On voit quand même que chez Nintendo, c'est quand même toujours assez fort. Bon, même si là, ce mois-ci, ils ont que 2 jeux dans le top 10. D'accord ? Mais comme je vous l'ai expliqué, là on est dans une période un peu plus creuse pour Nintendo et le fait de toujours réussir à mettre ses licences, ses anciennes licences dans le top des ventes et en plus arriver à y glisser des nouvelles licences comme Mario Golf. Au début de l'année, ils avaient glissé Bowser Fury, ce genre de choses. Ils arrivent quand même à avoir une régularité dans les tops qui est quand même assez impressionnante ces 2 dernières années. Hein. Vraiment, ils n'ont jamais montré ça avant. Donc c'est pour ça que même si on peut juger que l'annonce de la Switch OLED c'est un pseudo raté, on verra bien au niveau des ventes, hein, on peut pas prévoir, mais que beaucoup de gens sont déçus. Il y a quand même une différence entre l'époque de la Wii U où ils n'avaient pas cette capacité et de la Wii, cette capacité de tout le temps mettre continuellement dans le top 10 2, 3 jeux quoi. Ça c'est quelque chose de nouveau et qui date de ces 2 dernières années. Après, on a Tencent rachète Sumo Digital. Donc pour ceux qui suivent depuis longtemps, vous savez que avec le Brexit, j'ai été un peu enquiquiné parce que j'avais des valeurs anglaises et j'avais surtout des valeurs du gaming anglais. J'en avais un peu d'autres
Cap Technologies, ce genre de choses. Mais j'avais surtout deux studios qui me plaisaient beaucoup, qui s'appelaient Team 17 et Sumo Digital, pour différentes raisons. J'avais un peu plus de Team 17 parce que c'était une valeur que je trouvais un peu difficile de trouver l'équivalent ailleurs. Et j'avais un peu de Sumo. Avec le Brexit, comme on pouvait plus avoir ces valeurs en PEA, j'ai été obligé d'en sortir une grande partie. J'en ai gardé un peu en compte titre, mais très légèrement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il y a 1 an et demi, Tencent a pris une part dans Sumo Digital, 10%, comme Tencent le fait souvent. Et là, ce matin, ce qui s'est passé, c'est que Tencent a proposé de racheter Sumo Digital pour 1,2 milliard. À l'époque où ils avaient pris les 10%, ils avaient payé, il me semble, 30 millions de dollars ou 30 millions de livres. Non, 30 millions de livres. Donc ça voulait dire que la société valorisait un peu plus de 400 millions d'euros. Et là, ils proposent 1,2 milliard de dollars. D'accord? Donc c'est un quasi, c'est un multiple de 2 x 5 sur 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est un très très beau multiple pour, même pour l'univers du gaming. Ça montre surtout une chose, c'est que Tencent a toujours envie d'acquérir des gens. Ils ont toujours l'envie d'aller acquérir des nouveaux studios. Ils n'ont pas fini. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu de certains analystes, c'est ils ont fait plus de 80 fusions-acquisitions, donc c'est bon, là, ils vont s'arrêter et tout. Ils s'arrêtent pas, en fait. Ils s'arrêtent pas, et c'est même pire que ça. C'est-à-dire que comme en Chine, ils peuvent plus investir et qu'ils ont un problème et qu'ils veulent pas surinvestir en Chine, parce qu'en fait, ils ont peur que le régulateur les tape, ils sont obligés de surinvestir à l'international. Et du coup, le seul univers où ils sont présents à l'international de manière très forte, c'est l'univers du gaming. Donc leur seule solution, c'est d'essayer de tendre vers le monopole dans le gaming. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de le faire à bas bruit. C'est-à-dire, on n'en parle pas parce que c'est pas Tencent va pas unifier ses studios au sein d'une même entreprise, si vous voulez. C'est vraiment des micro-studios qui sont gérés un peu chacun à leur façon. C'était vraiment la façon de faire de SoftBank dans le gaming il y a 5-6 ans, quand ils commençaient à racheter les studios qui étaient dans les jeux mobiles, et qu'ils ont racheté Supercell, ce genre de choses. Ce qu'on reprochait justement à SoftBank, c'est ça. C'était le fait qu'il n'y avait pas une vision unifiée du gaming chez eux, mais il y avait des achats stratégiques de studios, puis après on laissait les studios se développer, puis de temps en temps on faisait des fusions, on restructurait, mais on avait une multitude de studios qui étaient gérés avec une multitude de managers. Et ben Tencent, ils reproduisent un peu la même chose. Alors SoftBank, ils sont arrivés à un moment où ils commencent un peu à structurer ça en une grande business unit avec des gens qui sont à la tête et avec quelque chose de beaucoup plus structuré. La question, c'est est-ce que Tencent veut le faire ou est-ce que Tencent ne veut pas le faire? Parce que cette stratégie un peu de laisser de la place aux managers locaux, ça peut être intéressant, ça peut vous créer de la valeur si vous le faites optimalement et que vous avez un bon dialogue. Mais surtout, cette stratégie, ça laisse le pouvoir au niveau local. Et en fait, ce que les politiques ils aiment pas, c'est généralement quand vous enlevez le pouvoir au niveau local. C'est vous allez racheter Sumo Digital, vous amenez les IP et les développeurs en Chine, et vous dites, on ferme les studios en Angleterre. Ça, le gouvernement anglais, il aimerait pas. Mais si par contre, l'actionnaire majoritaire, il est chinois, mais qu'il investit en Angleterre, que le studio continue à se développer et tout, est-ce que c'est une mauvaise chose? Et en plus, l'avantage pour Tencent, c'est que ça permet d'investir de l'argent et de pas avoir de problème avec le régulateur. Malgré le fait qu'il est clairement monopolistique, parce qu'il détient quasiment, sur le marché du jeu vidéo à l'international, il détient quasiment 30% du marché. Donc c'est quand même, il n'y a personne qui est équivalent à ça. Sauf si on prend le marché dans sa globalité avec les consoles et qu'on cote les ventes de consoles, et à ce moment-là, Sony et Microsoft arrivent à cette part de marché à peu près. Mais si on prend juste en pur créateur de jeux vidéo et en pur développeur de jeux vidéo, personne n'a 30% du marché. Donc ça c'est intéressant. Ils avaient acheté aussi un peu de blocs, mais pas tant que ça. 2-3 blocs qu'ils avaient rachetés en hors marché. Ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie de prise de participation qui a commencé sur une petite participation et qui des fois se développe, elle a déjà été mise en œuvre sur plusieurs studios européens. Alors je vous ai cité une liste, mais il n'y a pas que cela. Il y a Dontnod, Ubisoft et Paradox, qui ont vraiment été des studios qui ont subi un peu cette stratégie. Pour Dontnod et Ubisoft, c'est vraiment c'est des achats de blocs et des AK. Pour Paradox, ça a été un peu les deux. Il y a eu en 2 fois en fait.
alors que chez les autres ça a été fait en une seule fois. Mais du coup, ça vous montre un peu le potentiel de ces boîtes-là. C'est-à-dire que quand vous avez Tencent à votre capital, vous pouvez toujours vous dire, du jour au lendemain, ils vont arriver, ils vont proposer un multiple. Parce que là, ils ont quand même payé 40% de plus que le cours de clôture. Donc c'est quand même important. Et ils vont rafler le bébé. Et eux, l'avantage, c'est que du coup, ils vont trouver des synergies et ils vont avoir un poids. C'est-à-dire que maintenant, le poids de Tencent face à Microsoft, face à Sony, c'est quand même considérable. Et ils peuvent commencer à dire, bah écoute, tu veux pas faire comme on dit ou t'es pas d'accord avec moi, je t'envoie à la poubelle. Pareil, ils ont l'Epic Game Store à travers Epic, qui détiennent en partie, bah, ils peuvent pousser tout leur studio à pousser les jeux sur Epic. Et du coup, ils peuvent créer un équivalent de Steam et créer de la valeur comme ça. Donc il y a des multiples créations de valeur pour Tencent, et ça c'est très très intéressant. Pardon, on va rester là. Donc vraiment, ça c'est une très bonne news pour l'univers, surtout qu'en plus les jeux vidéo, enfin l'univers des jeux vidéo a beaucoup souffert ces 4-5 dernières semaines du fait que beaucoup de gens disent qu'on est au top du jeu vidéo, que le marché va se retourner, ce genre de choses. Bon, moi je vous dirais que le marché qui se retourne dans le jeu vidéo, ça fait 10 ans que je l'entends, hein. Quand j'ai commencé la bourse, on me disait déjà que le marché du jeu vidéo, ça faisait 4 fois le marché du cinéma et que ça pouvait pas durer toute la vie comme ça, que le cinéma ça faisait des années que ça existait, que le jeu vidéo ça avait que 40 ans et que du coup un jour ou l'autre le cinéma allait rattraper le jeu vidéo, que le jeu vidéo allait retendre vers le cinéma. Bon, manque de bol, c'est pas du tout les mêmes marchés, c'est pas du tout la même immersion, donc c'est pas du tout le même prix. Et c'est pas le même nombre d'heures passées devant non plus. Donc forcément les choses ont changé et l'univers a continué à croître. Moi je pense que l'univers va continuer à croître. Alors après il y a de plus en plus de concurrence. D'un autre côté il y a de plus en plus de joueurs. Donc je pense que les choses se compensent de plus en plus. Donc voilà. On va passer du coup à Ubisoft. Donc Ubisoft, de nouvelles difficultés. Donc alors, chez Ubisoft, on continue, hein, parce que les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, comme dirait un de nos anciens présidents. Donc, ils ont été attaqués en justice par le syndicat Solidaire, d'accord, qui est un syndicat qui est quand même connu, parce que c'est un syndicat aussi qui avait fait une action contre Solution 30. Donc c'est un syndicat qui est quand même assez agressif au niveau de ses actions en justice. Là après, ce qui est un peu dérangeant pour Ubisoft, c'est qu'en plus, Solidaire, ils attaquent le PDG, Yves Guillemot, en reprochant à Yves Guillemot de ne pas avoir réagi. Et de dire qu'ils ont des preuves pour dire que Yves Guillemot était au courant et qu'il n'a rien fait. Le problème là-dessus, c'est quoi? C'est que, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, le problème, c'est pas tant... il peut y avoir des problèmes de recruter des talents, ce genre de choses. Mais le problème principal de cette affaire, c'est quoi? C'est le déséquilibre que vous mettez dans la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire si vous avez un top management qui est mis en cause, qui a des casseroles ou ce genre de choses, bah du coup forcément tout le monde va se mettre un peu dans le mode is no good en se disant qui va être calife à la place du calife, remplacer le chef, ce genre de choses. Et ça c'est jamais une bonne chose dans une entreprise parce que ça crée des tensions. En plus vous avez du mal à prendre des décisions stratégiques parce que quand vous avez un chef qui part, est-ce que le sous-chef il est à même de dire le projet à 20 millions qui est là on va le faire? Pas forcément. Donc du coup il faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui prenne la place. Des fois ça prend plusieurs mois donc ça peut décaler des projets. D'accord? Donc ça c'est compliqué. Et d'autant plus si c'est le CEO qui est touché, à ce moment là ça peut vraiment aller très très mal. Alors après attention, on est au tout début de la plainte, on n'a encore rien vu des arguments de Solidaire, on ne sait pas s'il joue le bluff, s'il joue pas le bluff. Mais pour les actionnaires d'Ubisoft, c'est quand même pas une très bonne chose. Ça montre un peu le souci qu'il peut y avoir dans la structure et qui peut vite être dérangeant pour les actionnaires. Surtout que vous l'avez vu, hein, on le voit, là, on a entre guillemets les gens qui sont visés par la plainte, hein, vous les avez en détail, d'accord? Et quand même, ce qu'on voit sur les gens qui sont visés par la plainte, c'est quoi? C'est que vous avez quand même... c'est des gens qui ont tous été remplacés. Hein. Mais vous aviez Tommy François qui était membre du pôle éditorial et qui était un grand membre du pôle éditorial, donc qui prenait des décisions sur qu'est-ce qu'on allait faire, à quel moment, quel jeu on allait pousser, ce genre de choses. Vous aviez Serge Ascoët qui était le directeur créatif et surtout encore plus dur pour Ubisoft, vous aviez les subordonnés, d'accord,
de Serge. Et en fait, ça veut dire que toute l'équipe liée à Serge, elle peut sauter. Il y a peut-être besoin de remplacer beaucoup de gens dans son équipe, dans le top management. Et donc, si vous êtes obligé de remplacer le N+1, le N-1, le N-1 et tout, ça devient très complexe dans la gestion RH. Il faut tout changer, à qui vous allez parler, qu'est-ce qui va se passer, comment la décision va se prendre. C'est très très complexe, hein. D'accord. Donc vraiment, c'est assez complexe. Au niveau des ressources humaines aussi, vous avez un énorme problème avec plainte sur le fait que les ressources humaines étaient au courant et qu'elles ont décidé de ne pas agir parce que justement remplacer ces personnes clés, c'était perdre un temps dans les décisions et dans le développement, et que du coup ça coûtait trop coûteux. Donc ça, vous pouvez pas le savoir, hein. Vous savez pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais tout ça c'est un risque. Et ce qu'on vous montre, c'est que en fait, dans le souci là qu'on a, c'est que vraiment, où est la fin, quoi? Où se situe la fin? Qui est concerné? Jusqu'où ça va dans la pyramide hiérarchique? Parce qu'en fait, plus ça descend, vous avez des chefs de projet qui vont être touchés. Les chefs de projet, ils s'en vont. Ils étaient sur un jeu qui était en cours de développement. Remplacer un chef de projet sur un jeu en cours de développement, c'est complexe. Ça vous coûte du temps, ce genre de choses. Les debugs vont pas se faire optimalement. Et du coup, vous allez être obligé de décaler les jeux. Et couplé au problème du Covid qui vous oblige déjà à avoir une structure et une réflexion dans la structure qui est un peu différente et qui est montée autrement, c'est des choses assez complexes, hein. Et d'ailleurs, on l'a vu, c'est quoi? C'est que malgré le fait que Ubisoft, au début d'année, ils avaient déjà repoussé des jeux. Donc au début d'année, ils avaient déjà acté en nous disant qu'une partie du problème, c'était le Covid, d'accord? Bah, ils ont encore repoussé 2 jeux. Ils ont repoussé Tom Clancy Rainbow Six Extraction et Rider Republic. Alors, ils ont noyé le poisson en expliquant qu'ils le repoussaient pour des causes de Covid. Mais pour en avoir discuté, il y a aussi une partie de désorganisation managériale qui a joué. Donc la question, c'est quand est-ce qu'ils vont sortir de cette désorganisation managériale? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que ça sera fait à la fin du Q3? Est-ce que ça sera fait au Q4? Quel impact ça aura pour le futur catalogue de Ubisoft? Parce que quand vous êtes un géant comme Ubisoft, il faut tout le temps penser les jeux d'après. Sauf que mettre en production un jeu, c'est investir des dizaines et des dizaines de millions. Et donc il vous faut les équipes qui sont à même de prendre cette décision. Parce que vous devez faire la maquette du jeu, après vous devez définir entre différentes maquettes quels sont les jeux qu'on va pousser jusqu'à la fin, quels sont ceux qu'on va arrêter, ou quels sont ceux qu'on va juste mettre en stand-by, ce genre de choses. Et tout ça, c'est des décisions très stratégiques qui sont faites par le top management d'Ubisoft et par les top management de chaque branche, entre guillemets. Donc ça, c'est quand même c'est un peu complexe, surtout qu'Ubisoft, on leur reprochait déjà un peu ce système de pas être à même de répondre aux objectifs qui se sont fixés. Donc ils avaient déjà reporté sine die Skull and Bones en nous l'ayant déjà présenté à l'E3 et en n'ayant plus rien présenté derrière. Ça avait été assez mal vu par les investisseurs. Au début de l'année, ils ont reporté certains jeux. L'année dernière, ils ont reporté Far Cry, ce genre de choses. Donc ils ont quand même reporté beaucoup. Même comparativement aux autres de l'industrie, ils ont reporté plus de jeux que leurs concurrents en fait. Parce que depuis le début de la crise Covid, ils ont quasiment reporté tous les jeux, sauf ceux qui étaient vraiment proches de la finalisation, quoi. Donc c'est quand même un petit peu problématique. Après, il y a aussi des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que malgré le report de ces 2 jeux, d'accord, ils ont quand même confirmé leurs objectifs annuels. Donc ça montre que le business qu'il y a derrière, il tourne quand même. Et ça veut dire que même si vous avez des difficultés, la boîte va pas s'effondrer. Parce qu'en fait, une boîte qui a des difficultés managériales, qui a des difficultés à exécuter son plan, et qui est en plus dans un marché complexe, elle peut s'écrouler. Là, l'avantage pour Ubisoft, c'est que le marché, il est quand même porteur. Donc il y a quand même une possibilité de déployer un plan pour la société. Mais c'est quand même un peu... Ça devient quand même de plus en plus complexe sur l'equity story à raconter aux investisseurs les dernières années. Ça devient très complexe. On retourne un peu sur la période 2010-2015, qui était une période qui était quand même assez complexe pour Ubisoft, parce que voilà, c'est vraiment au niveau de l'equity, c'est vraiment pas terrible, hein. Vous êtes un peu dans les mêmes travers, le report des jeux, ce genre de choses. Il manquerait plus qu'ils nous disent que finalement ils vont pas être capables d'atteindre leurs objectifs, et là ça sera très compliqué.
Et ça peut vraiment être très violent. Parce que, alors après, la boîte, elle a changé, hein. Vous pouvez vous prendre une comparaison, mais la boîte, elle a totalement changé. Donc ne me dites pas, oui, t'as dit qu'elle allait à telle valeur et tout. Non, non, c'est pour vous prendre une comparaison. Mais par exemple, en 2008, elle était pareille. Elle a subi un peu des problèmes aussi de management, de stratégie et tout. L'action était à 28 euros, d'accord? La boîte faisait beaucoup moins de chiffre d'affaires et ce genre de choses. Et l'action est tombée au plus bas à quasiment 3 euros, 3,50 €. Et là, maintenant, l'action est à 56 euros. Le cycle est différent. Le marché du jeu vidéo s'est développé depuis 2008. Le nombre d'IP chez Ubisoft a grossi, ce genre de choses. Mais il y a quand même un souci dans l'exécution depuis 2 ans, en fait. Depuis 2 ans, il y a quand même un souci. Alors après, vous pouvez aussi vous dire que, justement, pour des acteurs comme, comme Tencent, c'est une super cible. Parce que en fait, Ubisoft, c'est plus de 6 fois, comment ça, c'est plus de 6 fois Sumo Digital. Donc s'ils ont payé 1,2 milliard pour Sumo Digital, pourquoi est-ce qu'ils mettraient pas une petite prime de 10-15% pour prendre une partie d'Ubisoft? Donc vous pouvez aussi vous dire que à un certain cours, c'est-à-dire quand vous atteignez les 40 euros, ce genre de choses, vous avez quand même un acheteur comme Tencent qui pourrait revenir dans le jeu et dire bon, moi je suis là. Et peut-être qu'à terme, le but pour eux, ça sera de virer Guillemot, c'est possible, ou de structurer l'entreprise différemment. Mais en tout état de cause, il faut quand même noter qu'il y a des sérieux problèmes chez Ubisoft et que voilà, il va falloir que la société réponde à ces problèmes-là parce que c'est quand même un peu complexe là. Là vraiment, on atteint, on commence vraiment. C'est-à-dire que quand vous avez une société, quand une fois vous vous ratez, 2 fois vous ratez, ça va. Quand ça, troisième, quatrième fois que vous ratez sur des choses qu'attendent les gens, au bout d'un moment, intellectuellement se développe un truc du la société elle va jamais respecter ses deadlines, la société elle va jamais machin, et c'est très difficile d'en ressortir. Vous allez vraiment lutter contre ça. C'est pour ça que moi je vous raconte souvent qu'il vaut mieux avoir un management qui est prudent qu'un management qui vous survend des trucs pas possibles et qui après va batailler pendant 2, 3, 4 ans pour sortir de cette réputation de management qui tient pas ses promesses. Et vraiment, ça peut être très très compliqué. Vous voyez une action comme Clara Nova, ça fait 3 ans que le management se débat pour sortir de ça. Juste parce qu'à un moment, ils ont mal expliqué quelque chose et qu'ils ont mal exécuté une explication. Et que après, ils ont continué à mal expliquer une exécution suivante, ce genre de choses. Et qu'à la fin, bah voilà, ils ont subi ça. Et ils vont le subir encore. Et est-ce que c'est cette année qu'ils vont réussir à en sortir? J'en sais rien. Peut-être qu'ils en sortiront jamais et qu'ils auront une OPA à bas prix et que voilà, ils vont se faire juste avoir. Donc l'equity story, c'est vraiment quelque chose de très très important, et dès qu'elle est entachée dans un groupe, il faut faire attention parce que c'est toujours très difficile d'aller la retravailler par la suite. C'est vraiment un travail très très important qu'il est difficile de faire. Hop là. Donc on va continuer. Vous avez Valve qui a présenté le Steam Deck. Donc en fait c'est un PC portable sur lequel vous pouvez jouer à vos jeux. Donc l'avantage c'est de pouvoir jouer en portable. Bon, pour le moment on n'a pas eu beaucoup de retours sur des gens qui l'ont touché. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça chauffe pas? C'est assez lourd déjà. Donc la portabilité est quand même limitée. C'est pas la première fois que Valve vient dans le hardware. Ils n'ont jamais réussi à percer de manière importante. L'idée de leur venue dans le hardware, c'est toujours la même, c'est de se sécuriser, de faire une différence par rapport à l'Epic Store, par rapport à Microsoft, ce genre de choses, d'avoir des différences clés. L'avantage là, c'est qu'on pourra jouer aux jeux qu'on a déjà sur Steam directement sur le Steam Deck sans payer en plus. Ça sera des jeux qui seront directement adaptés à l'écran du Steam Deck et à la façon de jouer du Steam Deck. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. D'accord ? Au niveau du pricing, on est sur 3 consoles, 3 pricing différents. Ça sera suivant la mémoire et suivant la capacité de la console. On commence à 400 $ et la version la plus chère est à 649 $. Donc on est quand même sur des choses qui sont assez chères, parce que pour vous donner un ordre d'idée, un ordinateur qui va faire tourner les derniers jeux en portable, vous êtes sur 750-800 $.
si vous les avez avec une bonne promotion. Sans promotion, vous êtes plus vers 950 $. Mais maintenant, on en trouve de plus en plus des promotions. Et si vous êtes sur un 15 pouces, vous pouvez trouver à 800, 750, voilà. Donc au niveau pricing, la version de base, qui est quand même très limitée au niveau du stockage et tout, et un pricing assez agressif. La version premium, elle est assez agressive, mais elle est limitée par rapport à un PC. Après, pour des hardcore gamers, ça peut être intéressant pour jouer à des jeux bien spécifiques en mobilité. Après, on a eu le petit coup de pouce de Netflix, qui a fait un peu monter les jeux vidéo le jour où ça s'est passé. Je vous en ai déjà parlé en vous disant que Netflix, ils avaient fait plusieurs mouvements qui étaient intéressants, en vous expliquant que vraiment le but c'était d'aller dans le jeu vidéo. Mais là, c'est Bloomberg qui l'a écrit, donc forcément ça a plus d'importance. Ils ont recruté plusieurs personnes, et là surtout ils ont recruté un VP, donc un vice-président du gaming. Le but, selon Bloomberg, c'est de sortir à la fin de l'année Netflix Gaming, donc un service de jeux vidéo par internet, donc un peu un Stadia-like, avec le cloud et tout. Donc ce qui est intéressant, c'est que bon, le VP, il vient quand même de chez Facebook, donc c'est quand même une pointure. Il a été utilisé pour lancer Facebook Gaming, où je vous avais dit que Facebook Gaming, ce qui était intéressant, c'est que il s'était lancé vraiment sur des jeux qui étaient typés mobile, et du coup ils avaient permis de jouer à des jeux mobiles en mode sur PC et en mode portable dans le cloud, et que du coup c'était quand même moins gourmand qu'un jeu console, et qu'avec la 5G, ce genre de choses, c'était beaucoup plus simple à gérer, et qu'ils avaient quand même réussi leur pari parce qu'ils avaient 2,5 millions de joueurs mensuels, et que c'était quand même très bon, malgré le fait que c'est pas un service qui est payant, c'est un service qui est gratuit, donc c'est difficile de le comparer à des services comme les Game Pass qui sont facturés 10 € par mois, quoi. Vous pouvez pas comparer le nombre d'utilisateurs d'un service payant et le nombre d'utilisateurs d'un service gratuit. Mais c'est quand même une très bonne chose. C'est mieux que Stadia sur la partie gratuite qu'ils ont ajoutée avec le temps. Donc vraiment, c'était une bonne chose. Aussi, ce qui est intéressant, c'est de vous dire que bah, du coup, si ces acteurs ils vont dans le gaming, c'est possible que Disney y aille, ce genre de choses. Et à ce moment-là, vous aurez une compétition encore plus accrue pour les licences et pour driver les inscriptions au service. Et du coup, à ce moment-là, ça peut aller très très loin. Parce que si vous regardez le prix auquel on paye des licences dans les séries ou dans les films par rapport à ce que ça rapporte, mais juste parce qu'il faut les sécuriser pour driver des abonnés à Netflix ou à Disney Plus ou ce genre de choses, vous êtes vraiment sur des multiples de chiffres d'affaires qui sont très importants et qui sont plus importants que ce qu'on trouve à l'heure actuelle dans le gaming. Donc ça, c'est une très bonne chose. Autre chose, c'est que c'est vrai que Netflix, ils ont innové, ils ont fait, il y a 2-3 ans, ils ont commencé à mettre en place les séries interactives, donc où vous allez faire un choix, qui sont quand même très proches des jeux vidéo à gameplay narratif, d'accord. Et ils ont mis en place là récemment aussi le principe de conférence, comme on a à l'E3 ou ce genre de choses. Ils l'ont fait d'abord avec The Witcher, avec un partenariat avec CD Projekt Red, où ils ont fait toute une conférence autour de The Witcher. Et donc ça montre vraiment qu'ils incorporent les façons de faire du gaming et qui vont vers ça. Et donc moi je pense que vraiment ça va être un acteur à surveiller. Et surtout c'est un acteur à surveiller, pourquoi? Parce que à mon avis c'est un acteur qui va procéder par fusion-acquisition. Ils vont être obligés d'aller acquérir des gens. Et si vous voulez acquérir des licences fortes, il y a plus grand monde sur le secteur. Donc là encore c'est intéressant, c'est-à-dire quand vous allez sur des éditeurs comme EA, comme Activision, vous êtes sur plusieurs dizaines de market cap. Dès que vous allez sur des éditeurs qui sont sur des market cap inférieurs, vous avez Ubisoft, vous avez Embracer, vous avez des acteurs japonais et coréens, puis c'est à peu près tout, quoi. Si vous allez aux États-Unis, vous allez trouver peu d'acteurs qui sont pas valorisés plusieurs dizaines de milliards et qui ont un catalogue de jeux important. Après vous allez trouver des small caps, des mid caps dans le gaming, mais qui ont un jeu, deux jeux, ce genre de choses. Donc je pense que ça, c'est encore une bonne chose pour 2022, parce que c'est des gens qui vont faire partie du pipe dans la fusion-acquisition, et donc ils vont mettre de l'argent pour aller plus loin. Et c'est vraiment un besoin chez Netflix, parce que Netflix, c'est vrai qu'ils arrivent à un moment où ils ont un peu plus de mal à conquérir des clients sur la base juste de films et de séries en streaming, donc ils sont obligés d'ajouter des choses par derrière. Donc, et il faut qu'ils combattent aussi Disney, qui a énormément de licences.
Donc le meilleur moyen c'est d'aller acheter d'autres licences du gaming. Et surtout l'avantage c'est qu'une fois qu'ils ont acheté ces licences du gaming, ils peuvent en faire des jeux, mais ils peuvent aussi en faire des séries, donc ils peuvent en tirer beaucoup plus de valeur. Comme je vous l'ai déjà expliqué sur le principe d'horizontaliser sa licence. Donc au niveau de Parlons Gaming, vous avez Stadia qui partagera plus de revenus avec ses partenaires, donc à remonter un peu ses targets de partage. Pour moi c'est vraiment une vision un peu essayer d'aller driver, d'aller conquérir des studios pour essayer de pousser du contenu sur la plateforme et de faire venir les gens. Bon après il faut faire attention parce que même s'ils ont mal exécuté le lancement de Stadia, si c'est un peu catastrophique en ce moment chez Google, ils ont tellement d'argent, tellement de pouvoir qu'ils ont quand même le moyen de faire un gros chamboule tout et d'être toujours présent dans le secteur. Après comme je vous l'ai expliqué, le secteur du gaming c'est pas qu'une question d'argent, hein. Amazon ils ont mis 500 millions, ils ont rien sorti pour le moment. Google ils ont sorti leur Stadia, tout le monde s'est dit ils vont écraser le marché et voilà. C'est généralement un GAFA qui arrive sur un marché, on se dit tout le temps qu'il va écraser le marché. La vérité c'est que c'est pas si souvent vrai. Ça arrive quelques fois, mais en fait c'est juste qu'ils ont tellement de poids, tellement de puissance que les fois où ils arrivent, ils en tirent tellement de revenus, ils font des multiples tellement ahurissants sur les investissements qu'ils ont fait que tout le monde se dit qu'à chaque fois qu'ils font ça, ils sont gagnants. Mais en fait c'est pas vrai, ils sont gagnants une fois toutes les 15 fois en fait. Et ils ont beaucoup d'échecs. Mais c'est juste, on parle pas des échecs. Des produits que Google en a arrêté, mais que Google a arrêté, il y en a des centaines et des centaines. Mais les gens, ils vont vous parler de YouTube qu'ils ont racheté 1 milliard et qui maintenant en vaut sûrement 50, voire plutôt 100. Voilà, c'est comme chez Facebook, des projets qu'ils ont arrêtés, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais les gens, ils vont vous parler de Instagram qu'ils ont racheté 1 milliard et qui en vaut sûrement 50 ou 100. Donc on voit que le côté positif sur ces sociétés ou des fois que le côté négatif en se disant oui ils vont être découpés, quand ils vont être découpés ils n'auront plus aucune valeur, ce genre de choses. Enfin on a un peu et l'important c'est d'essayer de raisonner voilà en étant vraiment clair, précis et en se disant il y a du positif, il y a du négatif. Une autre news qui est quand même important, c'est EA qui met en place son système de upgrade. Donc en fait ce qui va se passer c'est que si vous achetez FIFA ou Maiden sur PS4 ou sur Xbox One et que vous achetez la version standard du jeu, vous n'aurez plus le droit à l'upgrade graphique si vous passez sur une console de nouvelle génération. Donc si vous achetez FIFA 22 sur Xbox One X, sur Xbox One, ça va tourner sur Xbox S, série S, mais par contre, vous n'aurez pas l'update graphique qui va avec la console. Vous ne l'aurez que si vous avez acheté l'édition Ultimate qui est à 99$ ou un peu plus. Sinon, il faut acheter directement la version boîte ou la version dématérialisée du jeu sur série S. Donc ça vous montre un peu la vision de certains développeurs qui est vraiment de se dire on change de support. Les supports d'avant, on va continuer à vendre des jeux dessus parce que il y a encore une demande et parce que tout le monde n'est pas dessus. Mais si on peut essayer de pousser un peu pour que les gens achètent des un peu plus cher ou ce genre de choses, on va le faire. Et donc là, c'est ce que EA est en train de faire. Donc il faudra voir si ça marche. L'année dernière, ils ont déjà essayé de le faire, mais comme ils ont voulu le faire juste avant la sortie de la console, c'était quand même assez mal passé. Donc ils étaient revenus en arrière. Il faudra voir cette année si ça tient ou pas. Mais si ça tient, c'est quand même un bon moyen pour EA d'aller grappiller un peu des sous. Parce que vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas acheté la PS5 ou la One ou la Xbox Series S et qui peut-être achèteront du coup le collector pour être sûr d'avoir l'update quand ils vont passer à la nouvelle console. Donc on regardera un peu les ventes vraiment de ça. C'est intéressant comme manière de faire, c'est une nouvelle manière de monétiser, de faire une différenciation entre ceux qui veulent jouer sur les anciennes consoles et les nouvelles consoles. Après, beaucoup d'éditeurs militaient déjà pour que, au lieu d'être sur un prix qui était entre 50 et 60$ ou euros le jeu, qu'on passe plutôt sur un prix entre 60 et 70. Take-Two avait fait toute une histoire en disant que les coûts de développement des jeux étaient plus importants, que malgré le fait que le nombre de joueurs était plus important, il fallait amortir et qu'il fallait plutôt passer vers 70$ le prix d'un jeu de base, voire même le patron de Take-Two avait dit 80$, ça serait mieux.
Donc là, c'est une moyen de tirer vers ce prix-là. Donc il faudra voir si tout le secteur va tirer sur ce prix-là. Parce que c'est sûr que si tout le secteur rehausse un peu son prix, ce qui était pas le cas ces dernières années, on était plutôt dans une tendance de un peu baisser le prix, ça pourrait être vraiment très fortement créateur de valeur et de résultats pour nos sociétés. Donc voilà. Je vais aller répondre à vos questions. Donc voir un peu tout ce qu'il y a comme question. Alors, il est où le jeu avec les bateaux? Skull and Bones, il est nulle part pour le moment. On n'a pas eu de news, donc il faudra attendre. Un rachat de Focus par Tencent. Tencent pour racheter tous les acteurs qu'ils veulent. Après, je peux pas te dire si Focus est une cible ou pas. Je suis pas dans les petits papiers de Tencent, donc te répondre, ça serait te mentir. Je peux te dire que assurément, je pense que Tencent regarde Focus parce que c'est un acteur quand même d'une certaine taille. Après, est-ce qu'ils ont déjà discuté, est-ce qu'ils ont pas déjà discuté, est-ce que je peux pas te dire, tu vois. Quel est un prix attractif pour toi sur Ubisoft? Ça dépend de ta proportion risque. Mais moi, je trouve que déjà, quand on atteint voilà, 45-50 $, à titre personnel, je réfléchirais. Pardon, 45-50 euros. À titre personnel, je réfléchirais. Après, je pense que j'attendrai quand même des confirmations qu'ils vont respecter leur target annuel. Donc je vais attendre un peu. Je pense pas que je l'achèterai, que c'est une genre de valeur que j'achèterai dans le creux là en ce moment parce que les marchés tangent. J'ai d'autres valeurs qui ont baissé et que je trouve plus intéressantes à acheter qu'Ubisoft. Après, si j'ai moyen d'aller rapiller une petite ligne à très long terme pour renforcer ce que j'ai déjà, pourquoi pas? C'est pas à exclure. Arthur, tu penses quoi de Sapmer? C'est très compliqué la Sapmer parce que c'est très très endetté en fait comme structure. Donc, et c'est très lié au cours du thon et au cours des autres poissons. Et il y a un autre problème, c'est que la Sapmer c'est lié à la holding à Jacquard Holding, donc la holding de Châteauvieux, hein, l'ancien PDG de Bourbon là, qui est en procédure de redressement. Et le problème, c'est qu'une partie des bateaux est détenue par Jacquard Holding. Donc, si on arrivait vraiment à la liquidation de Jacquard Holding, ça pourrait foutre un sacré bordel dans Sapmer. Mais c'est vrai que ça commence à être pas cher la Sapmer. Mais après, il y a beaucoup de dettes quand même, hein. Et l'année dernière, ils ont quand même fait ils ont quand même beaucoup accru la dette. Et moi, cette dette, je l'aime pas trop, hein. Les boîtes qui sont lourdement endettées, j'évite toujours. Alors, il y a des actifs, généralement, voilà. Il y a des actifs, il y a des moyens, il y a plein de choses. Mais les boîtes trop endettées, il suffit juste qu'il y ait une mauvaise exécution à un moment et tu pars à la casse en fait. Tu pars en sucette totale. Et moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec certaines values. Parce que beaucoup de values sont des boîtes qui sont très endettées. Mais en fait, il suffit d'un ou deux trimestres où tu as une décroissance, une couille ou un truc comme ça. Et en fait, ton truc, il vaut zéro, quoi. Donc moi, j'ai du mal à aller acheter des actifs qui, du jour au lendemain, peuvent valoir zéro. Parce que, entre guillemets, on a eu... le marché, il a été un peu... Enfin, le marché de la boîte, il a un peu changé. Et comme c'est difficile, même avec les données sur Internet maintenant, d'avoir un retour du marché en temps réel, généralement, tu as toujours une latence entre tes données que tu trouves sur Internet et le marché. Donc en fait, si tu as une latence de 3 semaines, un mois avant d'avoir des données de qualité, bah, les gens du secteur, ils ont déjà arbitré. Et les majoritaires, ils ont vendu. Certaines personnes qui connaissent vraiment, qui sont de la boîte, des employés et tout, ont vendu. Et sur des petites boîtes comme ça, très peu liquides, la baisse a déjà eu lieu, quoi. Et donc tu te fais aligner. Donc moi, ça me dérange un peu. Après, on peut aller voir. Au Q1, la dette se situe à combien? Je vais aller voir tout de suite. Du coup, Sapmer. Mais encore une fois, prenez pas ça pour un conseil. C'est pas du tout un conseil que je fais là. On l'analyse ensemble. Mais Sapmer, voilà, on va voir la dette. Tac, 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 tac. À chaque fois, je me perds dans leur site là. Actualité et événements, je crois que c'est. Non, c'est pas ça. Sapmer. C'est où investisseur chez Sapmer? Tac, tac, tac. Rejoignez l'équipe. Actionnaire, c'est là. Donc voilà, donc présentation des résultats. Qu'est-ce qu'on a? Ah non, ça c'est
Touc, communiqué financier, c'est ça. Donc on a le chiffre d'affaires, on a le résultat 2020. Donc on va au résultat 2020, qu'est-ce qu'on a? Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Résultat 2020, résultat opérationnel, moins 24,4 millions. Moins 21,4 millions. Et excédent brut d'exploitation, moins 4,2 millions. Alors ok, l'année d'avant, ils avaient fait 18,5 d'excédent brut d'exploitation et ils avaient eu un résultat opérationnel de 5,1. Bon, ils avaient quand même fait un résultat net en perte parce qu'ils ont la dépréciation des bateaux. Mais ça, à la limite, ça peut être une bonne chose pour pas payer des impôts. Mais voilà, la dette financière nette est à 130,9 millions. Et tous les bateaux sont pas eux. C'est important. C'est très très important. Après, le prix du poisson a monté. Euh, donc, ils feront peut-être un bon S1. Ce genre de choses. Mais en fait, j'ai quand même peur que. La question, c'est que si ça passe pas, c'est direct la RJ, quoi. Si. S'ils font encore un S1 pourri et qu'ils augmentent leur dette à 150-160 millions, il faut un 2022 de canon assurément, sinon c'est l'ARJ et c'est la poubelle pour les actionnaires, quoi. Vous perdez tout. D'un autre côté, si le S1 est très bon, qu'ils diminuent leur dette, qu'ils repassent sous 100 millions d'euros de dette, que ça continue et qu'ils arrivent à traîner ça jusqu'à 70 millions et à bien rembourser, et que l'année prochaine c'est encore une bonne année, qu'ils arrivent à passer sous les 50 millions d'euros de dette, ce genre de choses, ça peut être une bonne chose. Ça peut être une très bonne, des très bons chiffres pour Sapmer et du coup on peut tripler, quadrupler. Mais c'est quand même, c'est un pari très très risqué, hein. C'est quand même risqué, hein. Tac tac tac. Donc ça j'ai répondu. On va aller voir les autres questions. Du coup je reviens là. Donc c'était quoi? Donc Sapmer j'ai déjà. Sumo c'était quel jeu? C'est pas cher payé par rapport aux revenus. Oh, Sumo Digital, bah, t'as beaucoup de jeux, c'est Sumo Digital. On en avait parlé il y a pas longtemps parce qu'ils avaient fait le rachat d'un acteur des jeux ludo-éducatifs, d'accord? Mais comme jeu, vous en avez vraiment énormément, énormément. C'est un très très vieux studio qui est là depuis plus de 20 ans sur le secteur. Mais vous avez le jeu qui est édité par Focus Home, Oud, Outlaw et Legend, qui est un jeu qui est édité, enfin qui est créé par Sumo. Vous avez comment ça s'appelle? Vous avez Crackdown 3 qui a été fait par le studio. Vous avez Sackboy. Vous avez Team Sonic Racing. Enfin, vous en avez beaucoup, 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 hein, des jeux. Et là, ils ont fait beaucoup d'acquisitions ces derniers mois. Ils ont eu vraiment comment ça s'appelle, un truc, une activité très très chargée où ils ont fait beaucoup beaucoup d'acquisitions. Donc ils sont vraiment renforcés très fortement. Et du coup, si on regarde en chiffre d'affaires, c'était, je vais vous dire ça tout de suite. Tac, tac, tac. J'ai ça dans mes plaquettes. Alors, faut que je sorte mon Excel. Touc, 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 C'était 49 millions de livres en 2019. D'accord. Donc ça, c'était communiqué en avril 2020. Donc en fait, là, cette année, si on reprend, donc il manque le Q4 cette année. Si c'est bon, oui c'est ça, il manque le Q4 cette année. Et donc si je vais sur les résultats semestriels que j'ai dans le fichier là, tac 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 tac, on est sur quoi? J'ai pas. Dis donc, pourquoi j'ai pas? Alors attendez, je vais aller voir le site de la société parce que je l'ai pas dans mon fichier.
Donc on est... Ouais, voilà. On est sur une optique de revenu qui est assez proche des... en l'année dernière, en 2020, de 69 millions de livres. Et en bouquet, c'est-à-dire en prévision de ce qu'on va faire en 2021, on était aux alentours de 85 à 90 millions de livres. Donc c'est payé 10 fois le chiffre d'affaires. Voilà. C'est payé 10 fois le chiffre d'affaires. Après, attention, là vous êtes sur un... Sur un... Comment ça s'appelle? Sur un... Comment ça s'appelle? Sur un studio de développement, hein. Donc c'est vraiment... il y a des développeurs derrière, c'est pas la même chose que quelqu'un comme Focus qui est plutôt sur de l'édition, hein. Vous n'allez pas payer le même prix à un éditeur de quelqu'un qui détient vraiment des développeurs de talent, ce genre de choses, hein. Donc voilà. Mais en gros, là, vis-à-vis du nombre d'employés, parce que ça peut donner une bonne idée comme benchmark aussi, hein, au nombre d'employés. Si vous avez une structure qui est plus ou moins la même, avec des jeux vidéo qui sont plus ou moins le même, en nombre d'employés, ils sont assez proches de 1200, 1300, donc ça fait un peu moins d'1 million de dollars par employé. Un peu moins. Enfin, pas mal moins. Ça fait 900, enfin, entre 850 et 900 K par employé en fait. Donc c'est important, mais c'est pas non plus. Donc voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Sympa le CA de Genoese publié ce soir. Ah bah j'ai pas vu encore. Bah c'est Philippe qui va être content, hein. Lui qui pariait sur une croissance de 30%. J'espère qu'ils ont respecté leur guideline. Après, comme le PDG avait acheté du titre et tout, je pense qu'il avait quand même intérêt à ce que ça soit... Que penses-tu de l'annonce de l'OMS indiquant l'émergence d'un nouveau variant plus grave, très probable? C'est probable, plus il y a de contamination, plus il y a de risque. Alors ça, pour ceux qui sont venus à la conférence, j'ai oublié de le mentionner, hein. C'est ma faute, pour ceux qui sont venus à la conférence Covid. Mais on en fera d'autres, je pense, parce que c'est pas fini. Mais... je vous encourage à aller... Voilà, ici. Vous pouvez aller ici. Et ça, pour l'investisseur, c'est une très très bonne chose. Et souvent, vous avez les infos bien avant que les marchés en parlent. C'est le site de suivi des variants. Et vous avez toute une stratégie en fait. Vous avez les variants préoccupants. Alors là, c'est en français. Bon, moi j'ai pris truc en français parce que, mais d'habitude je regarde la page en anglais. Je vous conseille quand même de regarder la page en anglais parce que je vous garantis pas que la traduction en français soit en temps réel. Donc il vaut mieux regarder la page en anglais. Puis ça, vous aurez pas de mal à la trouver en anglais, hein. C'est la même, mais il suffit de mettre le site en anglais. Vous avez les variants préoccupants, hein. Donc ça, c'est les variants qui sont vraiment à risque. Vous avez les variants à suivre. Ça, c'est des variants qu'il faut suivre. Et vous avez les variants qui font l'objet d'une surveillance renforcée. Bah ça, c'est très très intéressant. Quand vous voyez des variants comme ça, essayez de les suivre. Essayez de chercher un peu sur Internet aussi si on en parle. Parce que des fois, vous allez voir des papiers scientifiques et tout qui vous montrent un peu le taux de contagion qui est vraiment beaucoup plus fort, la gravité qui est beaucoup plus forte, ce genre de choses. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment très 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 intéressant. Donc voilà. C'est par exemple, si vous voulez, vous avez le variant américain. Donc c'est le B1 427 et le B1 429 qui sont ceux qu'on a identifiés en comment ça s'appelle en Californie, hein. Et par exemple, c'est devenu un VOI le 5 mars 2021. Et il y a eu une alerte le 6 juillet 2021.
Et quand vous voyez l'alerte en fait c'est que le taux de contagion il a vraiment monté sur ce variant là, donc il y a une possibilité que ce variant il commence à prendre de l'ampleur et son taux de contagion il est considéré comme beaucoup plus important que le Covid de base. Après la question c'est est-ce qu'il va se faire manger par le Delta qui est en train de quand même de prendre de l'importance aux États-Unis ou pas, et c'est est-ce qu'il est plus contagieux que le Delta ou pas. Moi, des études que j'ai trouvées sur le Delta, on serait plus à 50%, et sur le variant californien, on serait plus aux alentours de 35-40. Donc même si le variant californien il prend la place du Delta, bah, entre guillemets, pour nous c'est une bonne chose parce qu'on perd 10% de contagion. Après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la gravité des symptômes est la même, ce genre de choses. Et tant qu'il n'y a pas un pool d'infectés et une courbe épidémique dans une région qui est quand même assez forte, on a quand même assez peu de données pour vraiment modéliser et savoir si c'est grave ou pas grave. Mais donc ça c'est très très intéressant pour, euh, pour voir un peu ce qui se passe et vous donner un peu de l'info. Euh, le marché est en train de pricer ça. Oui, Sumo c'est cher, hein. Sumo c'était très cher. Tencent a payé très très cher. Mais ça vous montre qu'il y a des gens qui sont prêts de payer très très cher. Quand vous êtes dans un secteur où trouver des devs c'est compliqué, où trouver des talents c'est compliqué, avoir des IP c'est compliqué, ça vaut très cher. C'est comme si vous me dites acheter des vignes à l'heure actuelle dans le Bordelais ça coûte cher. Oui, mais il y en a très peu des vignes dans le Bordelais. Donc si vous voulez en acheter, il faut qu'il y ait un vendeur en face de vous. Bah, dans le jeu vidéo c'est un peu la même chose en ce moment. C'est-à-dire les gens commencent à se dire oui mais on a qu'à créer des studios, des machins comme ça. Mais en fait ce dont on se rend compte c'est que tous les gens qui ont créé des studios ces dernières années, bah, beaucoup ont été perdants. Et en fait, ce qui existe, c'est les studios qui sont là depuis 10-15 ans et qui ont une méthodologie de travail, qui ont des IP qui ont déjà été créés. Et ceux qui sont venus juste avec des centaines de millions et qui ont dit on va tout créer from scratch depuis zéro, bah ils n'ont pas vraiment très bien réussi. Donc ça veut dire que ceux qui ont des talents, ceux qui ont des compétences, bah ça vaut très très cher. Le marché est en train de pricer ça. Le marché il commence à pricer l'évolution de la pandémie en Europe et le fait que... Alors, ça c'est toujours le marché et l'hypothèse du marché, hein. C'est l'inflation redescend donc c'est pas bon. Parce que quand l'inflation montait c'était pas bon, mais quand l'inflation redescend c'est pas bon non plus. Ça c'est les marchés, c'est un peu complexe. Mais voilà, je pense que on est monté assez fortement. Là, on est en plus en été, donc il y a des gens qui commencent à sortir ce genre de choses. Il y a un peu d'habillage de portefeuille. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont acheté des valeurs cycliques ou des valeurs de reprise, de l'hôtellerie, des croisiéristes, ce genre de choses, et qui commencent à se demander si c'était le bon call. Donc il y a un peu de mouvement dans le marché. Après, je pense pas non plus qu'on soit dans un scénario catastrophe. Enfin, je pense que les valeurs qui ont profité de la crise avant, il y en a beaucoup qui vont continuer à en profiter. Comme je vous l'ai dit lors des conférences et pour les abonnés, il y a d'autres valeurs qui en ont profité de la première crise Covid et des confinements et qui vont peut-être pas profiter des prochains. Mais il y en a quand même beaucoup qui vont continuer à vivre, qui vont continuer à s'exécuter. Moi, je pense que la digitalisation des entreprises, ça va être de plus en plus fort, ce genre de choses. Quand vous regardez SideTrade, Esquire, Quadient et tous les Américains, vous voyez que les contrats signés au Q1 2021, ils sont énormes en fait. Parce que vous avez beaucoup de sociétés qui se disent faut absolument qu'on se digitalise. Faut déjà qu'on se digitalise parce que s'il y a un nouveau confinement, il faut qu'on soit prêt. Et il faut qu'on se digitalise parce que la bataille à l'international face aux gens, ce qui fait la différence de plus en plus face à votre concurrence, c'est votre capacité d'exécution rapide. Et pour ça, vous avez besoin d'être digitalisé optimalement en fait, hein. Ça j'ai répondu. Le marché est en train. La stratégie full vacciné aggrave justement cette émergence en plus. Bah, je vois pas pourquoi elle aggrave la stratégie full vaccin. Le problème de la stratégie full vaccin, c'est que la plupart des gouvernements, ils ont mis une stratégie full vaccin avec full ouverture. Donc forcément, il suffit que vous ayez un variant, un truc comme ça, et ça reprend. Et comme il y a tous les pays qui ne sont pas fait vacciner, c'est un peu complexe. Il faudrait maintenir les gestes barrières en vaccinant les gens, faire en sorte qu'un minimum de personnes soient vaccinées à l'international, à minima 50 à 60% de la planète, et à ce moment-là, on pourrait commencer à ressortir à enlever les gestes barrières. Mais si vous les enlevez trop tôt, en fait, la circulation reprend, et il suffit que vous ayez 10, 15, 20% de votre population qui n'est pas vaccinée, plus en plus les quelques pourcentages qui ont le vaccin, mais qui vont quand même
avoir le Covid, et là c'est compliqué. Et du coup vous êtes sur un autre problème, sur le problème de l'industrialisation des doses. C'est en fait les gens quand ils vous disent on a industrialisé les doses, oui mais on a industrialisé les doses pour répondre à une vaccination d'un continent quoi. On peut vacciner l'Europe en 6 mois. Mais le problème c'est qu'il faut pas vacciner l'Europe en 6 mois, le problème c'est qu'il faut vacciner le monde en 6 mois. Donc ça veut dire qu'il faut faire vraiment des gros efforts au niveau de la construction, au niveau des choses. Et les vaccins inactivés qu'on a vus à l'heure actuelle, qui sont plus faciles à industrialiser, ils sont beaucoup moins efficaces sur les variants. Donc on a encore ce problème-là. Et construire des usines pour faire des vaccins ARN, c'est très complexe. C'est des procédures de création qui sont très très complexes. Vous avez un peu le cas ce matin avec Carmat. Carmat, ils nous disent notre marché de adressable, c'est 80 000 personnes qui ont besoin d'un cœur aux États-Unis. Vous vous dites, bah c'est très bien. Le cœur de Carmat, ça vaut, allez, on sait pas, mais disons, vous jugez que le cœur de Carmat vaut 150 000 balles. Encore une fois, c'est pas bon, d'accord? Mais on s'en fout. C'est juste pour vous montrer le principe. Vous jugez que le cœur de Carmat, ça vaut 150 000 balles. Vous jugez qu'ils ont la moyen de capturer 40% du, 50% du marché. Donc ça veut dire qu'ils peuvent choper, placer 45 000 cœurs par an. Le marché de Carmat, rien qu'aux États-Unis à ce moment-là, c'est 6,7 milliards. Oui, non mais il faut pas que vous vous disiez qu'ils vont atteindre ça. À l'heure actuelle, ils ont une capacité de production de 300 cœurs. Et encore, ils pensent que c'est beaucoup. Donc au prix actuel, c'est-à-dire si on repasse sur les 125 000, en fait, leur capacité de chiffre d'affaires, c'est 37 millions. Et quand vous allez devoir passer de 37 millions et de 300 cœurs à 3000 cœurs ou 30 000 cœurs, les problèmes que vous allez avoir, ils sont colossaux. Vous avez des problèmes de main d'œuvre, vous avez des problèmes d'exécution, vous avez des problèmes de qualité, vous avez plein de problèmes. C'est pour ça que c'est toujours plus simple d'aller acquérir un concurrent que d'aller construire quelque chose from scratch. Parce que aller construire quelque chose de zéro, c'est pas si simple que ça. Ça vous demande vraiment beaucoup d'argent généralement. Et les gens, ils s'en rendent pas compte en fait. Ils voient que le côté simpliste. C'est-à-dire si je construis de zéro, j'ai pas les problèmes de mon concurrent. Je peux être juste optimal dès le début. Mais c'est pas vrai parce que le concurrent, il a des problèmes certes, mais il a aussi des optimisations. Et ces optimisations, il a mis du temps à les développer. Tac. Donc ça, j'y ai répondu. Ouais, justement, j'y étais, mais elle date du 15 juillet. L'annonce de quoi? L'annonce de Sumo? Non, il me semble que... Enfin, moi, je l'ai vu ce matin sur mon truc. Et j'ai eu le truc Saxo comme quoi il y avait une OPA que ce matin. Sur ma ligne. Mais après, possible que ça soit fait avant. OMS. Ah oui, jeudi, oui. Oui, c'est possible. Après, je te dirais que... Voilà. Moi, j'ai pas rien du variant Delta. J'ai fait la conférence... Voilà, c'était quand? C'était en avril. On en parlait déjà beaucoup en Inde et on en parlait déjà à l'OMS. Et c'est arrivé qu'après en Europe. Et ça m'a permis d'anticiper sur certaines constructions de positions, sur rachat de certaines positions Covid, ce genre de choses. Donc, t'as pas besoin non plus d'être... de te dire l'OMS l'a communiqué, les marchés ils ont pricé l'information, c'est fini. Il y a vraiment une onde de choc de l'information des fois qui est très longue. Et d'ailleurs, c'est ça qui peut être frustrant. Parce que toi, tu as l'information, tu sais ce qui va se passer. Et tu dis, mais c'est quoi ces marchés de cons qui n'ont pas compris qu'allait se passer ça? Et du coup, ça te frustre. En tant qu'investisseur, quelle est la stratégie à garder en ce moment sur les cryptos actifs? Toujours en DCA pour lisser les PRU. Oui, moi, je suis toujours en DCA. Mais c'est une... ma vision sur les cryptos, dites-vous quelque chose, c'est que j'ai déjà gagné plus d'argent que ce que j'ai mis sur les cryptos, largement plus. Donc je suis très serein. Les cryptos, ça doit vraiment être une poche très secondaire de votre portefeuille. Allez pas vous mettre sur les cryptos si vous avez un portefeuille de 20 000 balles. Enfin, ça sert à rien. Mais si vous avez 500 000 euros ou ce genre de choses, mettre 5-10 000 euros sur les cryptos, c'est pas forcément une connerie. C'est quelques pourcentages de votre portefeuille. Vous faites ça avec le temps en DCA, en mettant des dividendes, les dividendes que vous touchez de certaines valeurs ou ce genre de choses. Et vous allez créer de la valeur. Et ça peut être intéressant. Mais c'est très risqué. C'est comme quand je vous parle d'une biotech ou ce genre de choses. Allez pas mettre 50% en vous disant je vais mettre 50% dessus. Et si ça fait un x10, je suis riche quoi. C'est pas le casino. Ce qui va faire la différence entre ceux qui vont tenir et ceux qui vont pas tenir, c'est ceux qui vont justement travailler cette chance. Parce que ce qui fait qu'on réussit en bourse, c'est toujours la partie chance. Hein. C'est-à-dire ça, voilà. J'ai des sumos, est-ce que je savais que Tencent allait faire une OPA? Non.
J'ai des sumos, je sais que Tencent maintenant va faire une OPA, ça tombe bien parce qu'en plus c'est un moment où les marchés tanguent, donc c'est un moment où je vais pouvoir réutiliser le cash que va me donner, que je vais avoir de la vente de mes sumos pour acheter d'autres valeurs. Donc c'est une super chose pour moi. Après, est-ce que c'était prévisible, est-ce que c'était prévu? Non, c'est de la chance. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai provoqué cette chance, parce que j'ai plusieurs valeurs différentes, que je me pose des questions, ce genre de choses. Donc dites-vous, essayez de provoquer cette chance, mais essayez pas de la maximiser ou essayez pas de la machin. La provoquer, c'est avoir une stratégie qui fait qu'elle va se reproduire plusieurs fois dans votre vie. Et si elle se reproduit plusieurs fois dans votre vie, vous avez de fortes chances de gagner beaucoup d'argent. Voilà. Mais si vous cherchez le x100 ou le x1000, c'est vous allez plus perdre que ce que vous allez gagner. Par contre, il est possible qu'en ayant une bonne stratégie, y compris avec des actifs très pourris, mais en ayant une très bonne stratégie, en mettant que 0,1% de vos portefeuilles parce que vous jugez que c'est des actifs très pourris, qui ont des fortes chances de se casser la gueule et tout, bah qu'un jour vous en ayez un qui fasse x1000, et qu'à ce moment-là, ça vous rende très très riche. Mais en fait, si vous avez jamais cette chance-là, c'est pas grave. Parce qu'en fait, vous avez parié que 0,01% de votre capital à chaque fois, ou 0,1% de votre capital à chaque fois. Et donc, si vous avez gagné une fois de temps en temps un peu, puis d'autres fois vous avez perdu, bah à la fin ça s'équilibre plus ou moins. Et puis vous avez fait pas quelque chose de ouf en performance, mais vous avez été sur une classe d'actifs qui avait le potentiel de vous rendre beaucoup plus riche. Mais il faut pas non plus que ça devienne voilà, une histoire pour essayer de devenir très riche rapidement. Alors, il faut toujours trouver une raison. Tu as raison, ouais. Euh, Beaucoup de scientifiques disent que c'est une erreur de vacciner en pleine pandémie. C'est possible. Alors, ça, c'est une discussion effectivement qui existe. Il y a des scientifiques qui disent que vacciner, ça fait émerger d'autres variants. Après, je te dirais que au Brésil et en Inde, quand le variant a émergé, ils n'étaient pas vaccinés. Enfin, pas de façon importante. Et qu'il n'y a pas de variant qui a émergé en Israël ou ce genre de choses, alors qu'ils sont très fortement vaccinés. Donc c'est compliqué. Le problème, c'est qu'en fait, la plupart des gens veulent une réponse unique et parfaite, et il n'y en a pas en fait. C'est le problème du politique. Le politique, en fait, il est tout le temps en train de choisir entre la peste et le choléra. Donc nous on est derrière l'écran, on critique, on dit ah oui il faudrait faire ça, oui il faudrait faire ça. Mais c'est un peu comme quand je vois ceux qui sont sur Boursorama et qui disent le patron, quel tanche et tout, franchement à sa place j'aurais pas communiqué comme ça, quel gland et tout. Oui oui, ces gens là ils sont très forts pour communiquer sur Boursorama et tout, mais après en AG on les voit pas, puis quand il faut vraiment se questionner sur une communication de société on les voit pas. Moi j'ai fait de l'activisme dans des sociétés, je peux vous dire que l'activisme ça vous demande de discuter avec un management, de faire des choses. Ça m'a pris énormément de temps. La plupart des gens étaient plus prompts à critiquer que à essayer de m'aider ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est toujours un peu voilà. Xilam, une bonne cible pour les licences. Xilam, c'est une bonne cible pour les dessins animés, oui. Après, je pense pas que ça soit des licences qui soient exploitables très facilement sur le gaming. Parce que pendant un temps, c'est ce que Xilam voulait faire et ils sont un peu revenus en arrière avec leurs jeux mobiles. Et je pense que leurs licences, malheureusement, elles sont pas très adaptables au gaming. Après, c'est des super licences pour l'enfant. Donc voilà. Et Xilam, c'est quand même super cher. En France, c'est quand même très très cher Xilam. Alors après, c'était dans tous les fonds des gérants parce que c'était de la licence, c'était du contenu, ce genre de choses. Moi, je pense que l'exécution dans Xilam, il faut quand même que vous ayez des gens qui regardent les dessins animés, que vous ayez des chaînes qui signent vos dessins animés, que vous les produisiez. La capacité de scale sur Xilam, elle est quand même assez limitée selon moi. Donc il faut faire quand même attention là-dessus. Après, c'est une très très belle société. Par rapport au premier live avec GME, le cours est resté élevé. Ils ont profité pour faire une belle AK. Quel avenir pour GME selon toi? Je vous ai expliqué ça. Je vous ai expliqué qu'en fait, sur GameStop,
GameStop, sur GameStop, pardon, le cours était resté élevé, mais parce qu'il y avait beaucoup de systèmes d'options, ce genre de choses. Alors ils ont fait une AK qui leur a permis d'être vraiment beaucoup plus solide, hein. Vraiment beaucoup plus solide. Après là, depuis quelques temps, ils sont quand même sur une lente diminution avec moins de spéculation. Donc c'est vraiment... je pense que ça va continuer un temps pour réavoir quelque chose de plus... de plus... de plus solide. D'accord. Mais après, voilà, ils ont quand même vraiment changé leur façon de faire. Ils ont une nouvelle façon de, de jouer, enfin d'amener le jeu, d'amener le divertissement, de faire des magasins, ce genre de choses. Ils ont recruté un nouveau CEO qui s'appelle Matt Furlong, qui est quand même une pointure, qui est passé chez Best Buy, chez vraiment pas mal d'acteurs. Il est passé chez Amazon, ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît assez bien le, le digital. Après, vous avez comment ça s'appelle euh, 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 ouais, vous avez comment ça s'appelle vous avez Ryan Cohen aussi qui a participé au comment ça s'appelle au mince, j'ai perdu le nom, qui a participé à faire le ah, à faire le squeeze, pardon, à faire le short squeeze, parce qu'il en a acheté à l'époque où ça valait 15 euros, qui est quelqu'un qui aime beaucoup le jeu vidéo, et c'est le, comment ça s'appelle, c'est le fondateur de Chiwi, qui est une société de vente d'articles pour les animaux en ligne, d'accord, et qui est milliardaire, hein. Donc il a, voilà, c'est quelqu'un qui est un concurrent d'Amazon, qui connaît très bien l'e-commerce, qui veut lancer très fortement GameStop dans l'e-commerce, dans les collectibles, dans ce genre de choses, et qui est obsédé par le besoin du client. Mais quand je vous dis obsédé, c'est obsédé, hein. C'est un mec qui répond à 3 heures du matin aux clients pas contents, et qui cherche à les appeler pour savoir ce qui a merdé dans leur parcours client pour pouvoir le changer. Donc ça vous montre un peu le genre de personnage que vous aimez bien avoir quand même comme CEO, hein. Parce que quand vous avez ça comme CEO, vous pouvez vous dormez un peu plus sur vos deux oreilles, on va dire. Même si d'un autre côté, peut faire une ambiance dans la boîte qui est quand même un peu dure, parce que vous êtes sur un patron qui est du coup qui a beaucoup d'ambition, ce genre de choses. Mais d'ailleurs, ça a très bien marché, hein, parce que Chiwi, c'est une société qui a monté de plus de 100% depuis qu'ils ont fait leur IPO en début d'année 2019. Voilà, ils ont commencé leur IPO, je crois qu'elle était à 30, non, 29 ou 30 dollars, et là ils valent 80 dollars. Donc c'est quand même un mec qui crée de la valeur. Ils sont en train de tout changer. En plus de tout changer, ils ont pu tout changer en faisant une augmentation de capital d'une manière assez haute, sur des cours assez hauts. Donc ça peut être un bon véhicule. Après, bon, c'est pas le genre de véhicule que j'achèterais. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben bonjour les valeurs. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, semble pas y avoir d'autres questions, donc on va s'arrêter là. Comme d'habitude, hein, si vous voulez voir les replays, tout ça, allez sur la chaîne YouTube.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à les partager, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à commenter en dessous parce que du coup moi je repasse et quand vous commentez j'essaye de vous répondre, ce genre de choses. Si vous avez des questions que vous n'avez pas pensé au live et que vous voulez pas envoyer un mail, si vous avez vraiment des questions plus précises sur un studio, sur une société, sur un truc comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Alors après comme c'est l'été on va mettre un peu plus de temps. Vous l'envoyez à je vais vous le mettre là, la-rédaction tech@publication-agora.fr. J'essaye toujours d'y répondre le plus possible. Et pour ceux que ça intéresse, cette manière de procéder avec les données, les explications sur les sociétés, ce genre de choses, n'hésitez pas à vous abonner à New Tech Insider. C'est comme ça qu'on crée de la valeur sur New Tech Insider, en allant voir un peu les données, les caractéristiques clients, les changements dans le marché, voilà, ce genre de choses. Là, ce mois-ci, je pense qu'on va rentrer 2 valeurs dans le portefeuille. Justement pour des questions de données, de retour de data, ce genre de choses. Je vous écrirai en détail sur les vidéos. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de live dans la semaine. J'ai pas mal de boulot donc je pense pas. Mais voilà, je vous encourage toujours à vous abonner à la chaîne Twitch. Vous pouvez appuyer sur le petit bouton violet et ça vous préviendra d'une notification quand je ferai un live. Et de toute façon après c'est mis sur la chaîne YouTube si vous n'avez pas eu le temps de le regarder ou ce genre de choses. Et voilà. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.